en tuiles, le Coyot qui reprend l'eau, qui éloigne l'eau de la façade, qui la fait tomber sur le trottoir bombé, pour aller remettre l'eau là où elle va pouvoir être utile. Et je me dis, mais ça c'est quand même incroyable. On fabrique des règlements, soi-disant pour nous sauver et nous donner des meilleures conditions de vie, mais on n'a pas compris les spécificités culturelles d'un territoire. Donc peut-être, Gilles, revenir, il y a un truc qui m'a gêné quand même dans ton propos, en disant tout commence après 48, c'est ça, sur le patrimoine rural. Avant 48. Et moi, il y a un truc qui me gêne, parce qu'il y a des représentants ici, je pense à Procitec, et à ceux qui portent d'autres types de patrimoine qui ont à voir directement avec la ruralité. L'évolution de notre agriculture nous a amené les fermes industrielles, des industries aussi à la campagne. Et je pense qu'on ne peut pas opposer les choses, enfin, de mon point de vue. D'autant que, s'il y a peut-être moins de nomenclature ou typologie façon UNESCO sur nos territoires, c'est qu'ils ont été tellement travaillés par l'homme, et puis on a eu des guerres. On a eu des phénomènes de société avec des reconstructions, des reconversions, etc. Donc il y a une sorte de palimpseste. Je ne sais pas, Gilles, si on a la chance d'avoir un président national de Maison Paysanne, mais qu'en même temps tu es de la région. Donc j'ai l'impression qu'on aurait tort peut-être de cloisonner le patrimoine dit petit, du patrimoine, je pense au château d'Esquelbec, tout ça parle de la même relation, en fin de compte. Est-ce qu'on ne peut pas décaler le propos en évitant d'opposer les choses, en disant et si on enquêtait sur la relation que le patrimoine nous donne à nos environnements? Oui, tout à fait. Alors, petite précision sur ce que j'ai dit. Lorsque je parle d'avant 48 et après 48, je vise le bâti habitable, puisqu'aujourd'hui, la loi climat et résilience, elle cible les économies d'énergie, et essentiellement par rapport au chauffage et par rapport à la climatisation, parce que la climatisation, on en parlera de plus en plus avec les effets de canicule. Hein. Voilà, donc c'est ce type de patrimoine dont je parle, mais dans la catégorie très très large de patrimoine, c'est pour ça que je ne fais pas de classification hiérarchique quand j'en parle. Il y a une foultitude, on va dire, d'approches. Il y a le patrimoine reconnu, qui a fait l'objet, on va dire, d'études scientifiques, anthropologiques, en fait tout ce qu'on veut, savantes, on va dire, et puis celui qui a fait l'objet d'un profond mépris, on va dire, hein, d'une certaine façon, même si certains s'y sont intéressés à une époque. Je rappelle qu'à une certaine époque, à Paris, il y avait un magnifique musée des arts et traditions populaires, je ne sais pas si vous l'avez visité, avant qu'il soit supprimé, hein, sur une décision de, je crois, Jacques Chirac, qui l'a remplacé par un musée des arts primitifs. En gros, hein, on s'intéresse davantage à la culture exotique alors qu'on ne connaît pas la nôtre. Donc voilà, donc moi j'ai trouvé ça absolument contradictoire. Hein. Ceci dit, voilà. Précision, il n'y a pas d'opposition, il y a simplement une catégorisation de patrimoine qui aujourd'hui est en grand danger, c'est celui qui est habitable et qui représente 30% des logements anciens, c'est-à-dire le tiers pratiquement des bâtiments qu'il va falloir améliorer du point de vue thermique, et c'est là qu'est le danger. Si on le traite d'une façon complètement moderne, avec des matériaux qui ne sont pas faits pour justement les matériaux qui sont utilisés avant 48, eh bien on va avoir forcément des désordres sur les structures et aussi de l'inconfort et évidemment des conditions comment dirais-je, de vie qui sont malsaines. Comme on dit, c'est un problème aussi de santé publique quelque part. Hein, l'asthme, les moisissures, l'humidité qu'on va générer par des pratiques qui ne sont pas adaptées. Ça c'est important. Et voilà ce que je voulais dire. Très bien. Merci. Alors, on va enchaîner par quelques présentations. On va te redonner la parole après, Gilles. Nous avons, Zineb, tu as ramené quelques diapositives que tu voudrais nous commenter. Donc, je te laisse la parole pour nous parler de ces quelques diapositives avec le recul universitaire. Merci. Ça marche, là ? Oui, ça marche. Oui, merci beaucoup. Donc, c'est très simple. Hein. C'est un petit peu, justement, ça rebondit absolument avec la question que vous avez posée tout à l'heure. C'est qu'en fait, il faut se saisir du PCI et il faut se saisir aussi du label. Alors, PCI, patrimoine culturel immatériel. En fait, évidemment, on l'a tous compris, les catégories qu'on utilise régulièrement sont en fait des catégories qui permettent de labelliser des objets, des artefacts ou des traditions, notamment en parlant d'immatériel. Et c'est des labels qui sont, entre guillemets, vendeurs, qui sont capables, en fait, de générer de la participation, d'attirer un public qui n'était pas acquis au préalable, etc. Et donc la définition en fait du patrimoine culturel immatériel est très très large.
c'est les pratiques, les représentations, les expressions, les connaissances, les savoir-faire qu'une communauté humaine reconnaît comme faisant partie de son patrimoine parce qu'elle lui procure un sentiment d'identité et de communauté. Je pense qu'il y a de quoi faire. Effectivement, quand je vois qu'il y a, malgré les guerres et malgré la destruction, je pense qu'il y a quand même encore des choses à faire dans les Hauts-de-France à ce niveau-là. Donc c'est des savoir-faire, des traditions, des expressions orales, des musiques, des danses, des jeux, des pratiques festives, rituelles, sociales, sportives, musicales, etc. Donc l'idée, c'est de s'adapter aux spécificités locales et permettre de préserver la diversité culturelle à travers le monde. Donc, de toute façon, c'est une définition très très large qui concerne le monde entier. Mais ce qui différencie notamment le patrimoine matériel du patrimoine immatériel, c'est qu'il n'est pas composé d'éléments tangibles, ça c'est sûr, mais qu'il s'agit de patrimoine vivant qui est transmis de génération en génération. Donc on n'est pas dans une définition entre guillemets folkloriste ou fixiste du patrimoine. C'est-à-dire qu'on considère qu'à partir du moment où ce patrimoine est transmis, ça veut dire qu'il est susceptible de changer. Donc par contre, il est encore vivant. Donc ça veut dire par exemple, ça c'est quelque chose de très important à noter, pour valoriser ce type de patrimoine, il faut que ce soit encore un patrimoine encore pratiqué aujourd'hui, pas quelque chose qui a complètement disparu. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des vrais gens qui sont capables de porter et de transmettre ces traditions, ces pratiques, etc. Donc ça c'est vraiment une condition de cet élément-là. Donc ces traditions anciennes qui sont plus pratiquées, par exemple, dans une période contemporaine, ne font pas partie de ce patrimoine. Donc le PCI repose vraiment sur cette interaction, cette transmission. Et c'est ça qu'il faut bâtir, et ce que je propose effectivement autour du bâti rural, c'est d'organiser effectivement des dispositifs de ce qu'on appelle la médiation culturelle, évidemment, dans nos masters, c'est-à-dire d'organiser des choses où les gens participent. Alors j'avais justement retenu un exemple qui a été fait justement dans le Morvan, dans un écomusée, où en fait les coordinateurs vont autour de la culture du seigle monter des ateliers de construction de toiture, par exemple. Et ce sont des éléments qui sont précisément inscrits à l'inventaire national. Donc une première étape avant d'en arriver à l'UNESCO, parce que ça c'est une usine à gaz, évidemment l'UNESCO, pour arriver à un patrimoine immatériel inscrit à la liste internationale, oui, la liste mondiale de l'UNESCO, c'est un parcours du combattant. Par contre, d'être inscrit déjà à l'inventaire national, c'est une première étape. En tout cas, on peut organiser des choses en vue d'être inscrit, en vue d'être reconnu. Et donc, si on regarde un petit peu par la suite, un peu avant, si tu peux, Carole, juste avant, voilà. Donc, on voit effectivement la répartition des éléments qui sont inscrits à l'inventaire français du patrimoine. On voit 111 en Nouvelle-Aquitaine, et puis 30 dans les Hauts-de-France. Je crois qu'il y a du travail à faire. Si on remonte à la slide précédente, voilà celle-ci, donc on voit des exemples effectivement de type de patrimoine qui a été déjà inscrit à l'UNESCO. Donc je ne sais pas si on voit bien, mais le compagnonnage, enfin voilà, on a des repas, de la gastronomie, de la fauconnerie, bon je vois pas tout là de loin, mais voilà, on voit en fait, ça nous donne une idée de ce qui peut être potentiellement faire l'objet de ce genre de dispositif, et qui peut être intéressant pour obtenir le label. En fait, c'est ça aussi, l'objectif effectivement, c'est d'attirer de nouveaux publics et de réunir autour du bâti des gens. Ça, c'est les grands labels, celui de la reconnaissance, mais le mot reconnaissance est important dans ces enjeux qu'on vient d'identifier. Gilles, tu as une présentation à nous faire. Je sais que tu as beaucoup de choses à nous dire, donc on va essayer d'aller vite pour ne pas perdre trop de temps. Et puis je demanderai à Bruno Carpentier de se préparer, parce qu'il y a une intervention, je pense, sur le pourquoi faire autour de la notion de projet, justement. Là, on a bien vu qu'effectivement, nos enjeux de société nous permettaient de prendre des repères, de jouer de la relation, éviter de nous isoler dans des catégories, essayer de trouver les bonnes échelles territoriales. On en a peut-être, enfin on l'a évoqué rapidement, mais
Je pense que ça sera un très gros enjeu dans notre région des Hauts-de-France, et faire en sorte qu'on puisse mailler, et c'est peut-être l'objet un peu du forum, que de chercher à mailler les compétences qui sont ici sans les sectoriser. Gilles, tu as la parole avec efficacité. De toute façon, je suis tout prêt. Avec efficacité, on m'a donné 15 minutes, je vais essayer d'être bref. Donc, je vais essayer de démontrer que le bâti rural, dont on parle, c'est un modèle de développement durable, et non seulement un modèle, mais ça peut être un vecteur, un moteur de ce développement dans les régions, on en a parlé, c'est le souhait. Alors ce bâti traditionnel ancien, c'est composante d'un patrimoine qui est riche et varié. Alors j'ai pris des exemples dans mon département, donc vous allez reconnaître probablement des typologies qui vous rappellent celles que vous avez chez vous. Des éléments d'architecture, ce sont des dessins qui ont été faits par Raymond Bayard, un fondateur de Maisons Paysannes de France, donc qui sont constitutifs des bourgs, des villages, des hameaux, avec cette particularité que c'est une architecture sans architecte. On parle beaucoup d'architecture aujourd'hui, d'architectes qui sont très présents malheureusement, qui ne sont pas forcément très actifs, non malheureusement pas très actifs, c'est ce que je voulais dire, excusez-moi ma phrase, la loi ne leur donne pas suffisamment de pouvoir, voilà ce que je voulais dire, puisque en définitive il y a des limites dans les surfaces qui obligent à recourir à l'architecte, et souvent l'architecte il est exclu parce que la limite elle n'est jamais atteinte. Voilà ce que je voulais dire. C'est pas que... Le Grand Prix international d'architecture a été donné à un architecte africain pour ses qualités de construction avec la terre. Terre, on pourra en parler. Alors, c'est aussi des paysages, on en a parlé tout à l'heure, des paysages construits génération après génération, qui sont l'expression du lien de l'homme avec son environnement, et qui sont le résultat de l'exploitation et de la subsistance, donc qui supportent, on va dire, que supportent ces paysages. Et aussi, on en a parlé tout à l'heure, les savoir-faire, qui sont l'expression de cette expertise qui disparaît aujourd'hui, justement, parce qu'elle n'est pas transmise, et qui montre qu'avec des matériaux très différents en fonction de ce que l'on a sous nos pieds, on va mettre de très belles façons en scène ces matériaux. Alors, c'est du bois, dans une région de charpenterie, ça peut être du silex, chez nous, c'est des argiles à silex, ça peut être de la pierre, avec un très beau travail et une volonté de réaliser un travail qui sera séduisant pour le regard du passant. Il y a toujours ce plaisir de montrer ce que l'on sait faire à l'époque, le bel ouvrage. Voilà. C'est une culture, donc, tout ceci, culture, il ne faut pas avoir peur du mot, avec un grand C, méconnue, qui intègre pourtant parfaitement la logique du développement durable. Il est important donc de comprendre cet héritage, parce que c'est nécessaire à sa conservation. Si on fait de mauvais choix, on aura l'occasion d'en parler plus amplement dans les ateliers, on peut mettre en péril ce patrimoine, et si on fait de bons choix, eh bien, on va répondre aux enjeux de notre époque. Et on va voir qu'on est absolument dans l'actualité. On nous demande de faire des économies d'énergie, on nous demande de travailler en circuit court, on nous demande d'avoir une faible empreinte carbone, etc., etc. On va voir qu'on est absolument au cœur du sujet. Alors, avec cette particularité que la maison paysanne, ce n'est pas une maison comme les autres. C'est important de le dire. C'est un concept qui suppose un lien très fort à la géologie, et c'est un concept qui suppose aussi que c'est un outil de travail à l'origine. Ce qu'on appelle maison paysanne, même s'il n'y a plus de paysans, c'est la maison des hommes, la maison des bêtes, la maison des récoltes et la maison des matériels. Et tout ceci sur un parcellaire qui est parfaitement géré à l'économie. On parle du ZAN aujourd'hui. Ça a toujours été une préoccupation de nos anciens. Si on regarde la façon dont ils implantaient leurs bâtiments sur une parcelle, ils utilisaient au minimum le sol, avec beaucoup d'intelligence, parce que l'essentiel du sol, c'est pour se nourrir, et pas pour construire. Donc voilà, ça c'est une leçon aussi. Je donne la photo de l'Oise, puisque c'est le département où j'habite, et on voit ici les différentes régions, et on va voir que ce lien très fort à la géologie va donner une architecture qui fait corps, en définitive, avec son environnement. Alors ceux que ça intéresse pourraient voir le livre que nous avons édité sur ces typologies de l'Oise. On va passer très très vite. Et on pourrait peut-être dire que c'est jamais exhaustif quand on fait ce genre d'inventaire, puisque d'une région à l'autre, on peut avoir des différences qui tiennent au fait que sur un territoire donné, on va avoir éventuellement des ressources qui ne seront pas celles qu'on va avoir quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres plus loin. Par exemple ici, on est dans ce cas de figure, où dans ce village, on va mettre en œuvre du grès roussier, parce qu'il y en a. Et d'ailleurs, dans la toponymie des villages, on va trouver des villages avec grès mésillier ou grès, qui montrent aussi qu'on a été très lié à la géologie, au sol, qui a fourni la ressource à l'époque pour construire
les éléments du village. Ah, coincé. Donc, cette maison est partie d'un ensemble complexe, outil de travail qui a toujours été en évolution au cours du temps, ça c'est important, le patrimoine n'est jamais figé. Et on peut dire aussi que les anciens étaient dans une économie de moyens qui nous est demandée aujourd'hui à nous. L'écologie, c'est réfléchir sur les consommations, les gestes au quotidien que nous faisons pour essayer de diminuer un petit peu, on va dire, l'empreinte sur la planète. Les anciens étaient dedans, toujours guidés par cette économie de moyens, et on peut dire aujourd'hui, ils nous ont laissé cet héritage qui est un modèle d'écologie, on va dire, avant même que le mot n'existe, et qui peut être un levier de développement durable et de revitalisation du monde rural. Alors ce sont aussi des éléments de patrimoine qui nous renvoient à notre histoire, et ça c'est beaucoup plus humain, c'est-à-dire que quelle que soit la culture qui est la nôtre, on est tous en général plus influencés par l'urbanité que par la ruralité, même si on habite le monde rural, mais on est très sensible à ce lien intergénérationnel, et c'est un petit peu ce que nous montrent ces photos. Derrière ces maisons, il y avait des hommes, des femmes, des enfants, des familles, des dynasties, quelque part, et donc c'est ce qui nous lie aussi à ce patrimoine profondément humain, qui est particulièrement important. Donc reconvertir cet héritage dans une démarche qui tient compte des exigences de notre époque, c'est tout à fait possible, et nous l'avons montré. Nous sommes partenaires d'un site vers lequel je vous renvoie, qui est le Centre de ressources éco-responsables à la réhabilitation du bâti ancien, CREBA, en abrégé. On aura l'occasion d'en parler dans les ateliers. C'est souhaitable, car la France, c'est un pays qui est très visité par les touristes étrangers pour la qualité de ses paysages, essentiellement. C'est le premier pays visité au monde, et le patrimoine y contribue grandement. C'est une dynamique qui est créatrice d'emplois, effectivement, et qui contribue à la qualité de vie. Et c'est une démarche qui est hautement écologique. Alors la notion de recyclage ne date pas d'aujourd'hui. Petite question, on n'a pas trop de temps, mais avez-vous une idée de ce qui a été utilisé pour créer le surcroît, c'est pour ça qu'on appelle cette rehausse de la toiture sur cette grange, qui a été possible au moment où on a abandonné la couverture en chaume et qu'on est passé une couverture chez nous en ardoise, aujourd'hui c'est de la tôle, à l'origine c'est de l'ardoise, et qui a permis aux paysans de gagner en volume de stockage en faisant donc cette modification de la charpente. Avez-vous une idée de ce qui a pu être utilisé, recyclé, pour faire ce surcroît? Non? Les éléments d'une charrette. Alors je vous donne la solution. Elle est très liée à l'activité territoriale, y compris chez nous, dans les Hauts-de-France. C'est le tissage. Ce sont donc des métiers à tisser, des éléments de métiers à tisser. Alors ça c'est un document unique, hein, c'est de l'ethnologie quelque part, qui ont été réinvestis par le propriétaire de cette maison pour la matière d'œuvre que représente le bois, hein, qu'on aurait pu mettre à la déchetterie aujourd'hui, en disant ça sert à rien. Eh bien là on l'a recyclé pour faire un colombage qui est unique. C'est unique, je dis, dans la région et peut-être en France. Donc c'est pour vous montrer que la notion de recyclage, eh bien, elle a toujours été dans la tête des anciens. Donc valoriser l'héritage des anciens, c'est un enjeu des politiques d'aménagement des territoires, c'est évident. Il faut habiter le patrimoine. Parce que le muséifier, c'est quelque part déjà abandonner un petit peu l'idée qu'il ne peut pas trouver sa place dans notre modernité. Or, le patrimoine, pour qu'il continue à vivre, il faut qu'il ait une place, donc une utilité, un usage dans notre époque. Il peut avoir quantité d'usages, on en parlera, pour répondre à la demande locative, par exemple, sans opposer le social et le patrimoine. Hein, on sait qu'aujourd'hui, le bâti ancien, c'est 30%, je l'ai dit tout à l'heure, du parc. Il va falloir effectivement, comment dirais-je, peut-être améliorer ses performances, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, en tenant compte de ses spécificités. C'est aussi un enjeu pour la préservation du cadre de vie et la qualité et l'aspect des paysages. Alors vous avez un exemple ici, c'est une réalisation dans un temple protestant qui devait être rasé et dans lequel on a fait un logement, 8 mètres de hauteur sous une voûte lambrissée. Alors à l'intérieur, donc, on peut se faire plaisir, style moderne, style loft, tout en préservant ce qui doit l'être, c'est-à-dire la valeur patrimoniale du bâtiment qui n'a pas été altérée. Et quand on sait qu'il y a très peu de communautés protestantes dans les villages qui avaient les moyens de se faire un établissement pour célébrer leur culte, ça aurait été un drame de laisser disparaître ce bâtiment.
parce qu'il était menacé de ruine. Donc il a été restauré. C'est un art de vivre profondément bioclimatique, profondément écologique, c'est important de le dire, et qui montre le lien de l'homme et de son environnement, la connaissance qu'il avait de l'endroit où il bâtissait, non seulement le sol sur lequel il porte la maison. Tu as parlé tout à l'heure du problème des sols sur lesquels on bâtit nos maisons. La quantité de maisons aujourd'hui qui souffrent de désordre parce qu'on n'a pas fait d'études de sol quand on les pose dessus. On est dans la consommation aujourd'hui. On n'est pas, c'est devenu un objet de consommation, la maison. À l'époque, ça n'a jamais été un objet de consommation. Hein, c'est la fondation d'une famille. C'est la fondation d'une descendance. C'est autre chose. Et tous les rituels du constructeur nous ramènent à ce rapport de la famille, de la fondation d'une descendance. Et on tient compte de l'exposition, de la végétation, de la circulation de l'eau lorsqu'il y en a. Il y a une profonde connaissance de son environnement, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui quand on achète un terrain et qu'on construit. Je vais vite donc. Je l'ai dit tout à l'heure, le bâti ancien ne doit pas être confondu avec le bâti moderne. Entre les deux guerres, eh bien, on a petit à petit abandonné ces façons de construire, ces façons de faire et ces cultures, et on est passé d'une architecture, on va dire traditionnelle, à une architecture moderne, avec des matériaux étanches, inertes, qui n'ont rien à voir avec les matériaux hygroscopiques et sensibles à l'humidité, et surtout respirants, qui étaient ceux qu'on utilisait pour construire les maisons, quel que soit l'endroit où on les construisait. Donc remettre à l'honneur ces matériaux, inventorier et transmettre les savoir-faire, c'est une mission de Maisons Paysannes, comme d'autres associations. Elle est importante. Et là, nous avons un exemple du travail qui a été fait dans l'Oise pour remettre à l'honneur ces maisons en bois et en terre. On a réussi à mettre une filière de torchis prête à l'emploi. C'est important de le dire, le torchis, c'est de l'énergie. Les paysans avaient le courage de le faire. Aujourd'hui, on va acheter son parpaing et on peut aller acheter son torchis aussi, hein, sans trop se fatiguer. Il est prêt à l'emploi, il n'y a plus qu'à l'appliquer. C'était nécessaire, on l'a fait. On a réussi à faire entrer dans le club très fermé des monuments historiques un certain nombre de bâtiments enterrés en bois, un moulin du 18e, une forge du 18e, une dépendance abbatiale du 15e et un atelier de serger, tout simple, qui sont des éléments aujourd'hui, qui sont monuments historiques, qui sont visités, qui habitent, comment dirais-je, appartiennent à des communes ou à des privés, qui sont dans une volonté de montrer, en ouvrant à la visite, bien entendu, ces monuments et faire partager, on va dire, la passion pour ces matériaux, ces techniques et logiques constructives. Donc partager la culture du patrimoine, combattre les préjugés, contrebalancer le discours imposé par les industriels est une nécessité, puisqu'aujourd'hui on sait qu'on est dans une logique de dictature de la norme, on n'a pas le choix, et il n'y a pas de norme dans le bâti ancien, justement. Donc il faut l'expliquer, et il faut quelquefois aller très loin dans les discussions que l'on peut avoir dans les commissions où s'établissent les normes et se préparent les lois. LPF y travaille depuis sa création. Nous avons montré dans le projet Battant, bâti ancien, dans les années 2008 à 2011, que le bâti ancien avait des qualités bioclimatiques, que ces qualités n'étaient pas reconnues aujourd'hui par les diagnostics qui étaient faits aujourd'hui. Hein. On place souvent ces maisons dans des catégories très basses, dans des échelles énergétiques, et ceci à tort. On sait que ces bâtiments ont des qualités, en particulier l'inertie, par exemple, qui permet de résister à la chaleur de façon naturelle, sans qu'on ait besoin de climatiseurs quand il fait très chaud. Tout ceci n'est pas reconnu, et il importe de le valider et de le faire reconnaître. On propose aussi des formations pour les professionnels, j'en ai parlé tout à l'heure. Nous sommes organismes de formation certifiés Calliope. Voilà, transmettre, partager la culture du patrimoine, c'est une priorité, et ça touche tous les publics, y compris les plus jeunes, que l'on doit associer à ces techniques par des ateliers qui sont tout à fait accessibles. La campagne à la côte, les derniers recensements le montrent. Les espaces ruraux, pour la plus grande partie de notre territoire, sont, comment dirais-je, dans un solde migratoire qui est positif. Et contrairement à ce qui a été dit longtemps, hein, on a souvent considéré que la campagne était en perte de vitesse. Aujourd'hui, il faut réfléchir, bien entendu, à un nouvel urbanisme. On a parlé de la loi, encore une fois, qui impose le coefficient zéro artificialisation nette, c'est-à-dire que le pavillon qui était le rêve, on va dire, la plupart de nos concitoyens, bien, est remis en question, et c'est peut-être une bonne chose. Il va falloir réfléchir et réemployer peut-être les éléments anciens, puisque c'est ça le corollaire de la loi ZAN, c'est qu'on a tendance à faire du foncier dans les centres anciens en rasant tout ce qui peut l'être pour faire du neuf.
Et ça, c'est pas écologiquement responsable. Hein? Je vais te demander d'aller plus vite. Si tu veux bien. Alors voilà, on va terminer. Je sais que tu peux passer la journée à toi tout seul. Tout à fait. Alors, vous avez bien compris, hein, les territoires ruraux sont par leur richesse et leur diversité des espaces de développement et d'innovation, et que le déclin des centres-bourgs n'est pas inéluctable. L'alternative existe, et il suffit de... On aura l'occasion de reparler des exemples de reconversion. Là, vous avez un exemple dans une grange en Torchis qui devait être détruite aussi, où la communauté de communes a fait un théâtre. Hein, un exemple. C'est dans le Perche, pour en parler, avec beaucoup d'intelligence. Ici, l'installation d'une mairie dans une église à Catillon-Fulchon, qui est riche de 3 églises, mais pauvre parce qu'il faut les entretenir. Hein, donc l'idée, c'était de rendre utile un de ces bâtiments. Voilà un autre exemple. Et puis, dans certains cas, les éléments qui se prêtent mieux que d'autres à des changements d'usage. Ici, c'est une grange qui devient un logis d'habitation. C'est tout à fait possible. Et c'est du patrimoine qui vit, qui montre que ces exemples donc, sont l'affirmation que le bâti ancien est une source de développement et qu'une pensée durable qui prend en compte le passé pour construire l'avenir est en marche. Voilà, je crois que j'ai été vite. Merci Gilles. Un vrai showman. C'est trop rapide, non mais justement, on va peut-être prendre un temps d'échange avec vous pour poser, parce que cette séquence de ce matin, Bernard tenait à ce qu'on articule le pour faire quoi avec faire pourquoi. Et c'est cette question-là qu'on a bien, je pense, dépecée jusqu'à présent, en se disant, effectivement, il y a des enjeux, et les enjeux, là, tu nous ouvres plein de pistes en disant, on peut peut-être faire autrement. Alors peut-être réagir, parce qu'on sait que là, Gilles, il a allumé plein de mèches, hein, sans s'en rendre compte. Tout le monde n'est peut-être pas d'accord, tout le monde peut dire, mais non, changement d'usage, tu rigoles, là tu es en train de nous raconter des histoires, ça va abîmer, qu'est-ce qui est important de préserver. Tu as parlé de l'habiter aussi, donc tu as mis en jeu beaucoup de relations. Est-ce que les uns ou les autres voudriez vous réagir ou déjà apporter une contribution à ces échanges en vous présentant? Ça sera parfait. Donc s'il y a des demandes de prise de parole, est-ce que vous aviez conscience de la situation dans laquelle nous sommes? Et est-ce que vous pensez que vos structures, ou vous-même par votre engagement, vous êtes en capacité de jouer quelque chose dans ce jeu-là? Quelqu'un veut-il s'exprimer? Alors tu te présentes auprès de tout le monde, parce que si on te connaît, pas tous. Bonjour tout le monde, je suis Françoise Verrier, présidente de la Société historique du pays de Pével. Alors j'aurai l'occasion de parler de la Pével dans la scène ouverte, je crois que c'est ça? Oui, dans ce moment-là je vous donnerai quelques détails sur la Pével, mais je voulais réagir à ce que disait Salomé, là, 10 euros, hein, c'est bien ça, au sujet, enfin suite à la question que tu posais au niveau des réactions des communes, des intercommunalités. Donc nous, la Pével, nous faisons, enfin du moins le nord de la Pével, les 2/3 de la Pével font partie de la communauté de communes Pével-Carambeau, parce qu'il y a un petit bout de Carambeau aussi. Donc moi je participe au conseil de développement de la communauté de communes, et donc je suis en relation avec les maires, les vice-présidents de la communauté de communes, et la question que tu posais c'était est-ce qu'ils sont conscients du patrimoine? C'était pas un petit peu ça? Ou comment est-ce qu'ils le vivaient? Oui, c'était l'idée de dire, est-ce que vos structures, vous êtes en capacité d'être entendu, d'avoir un impact, de jouer dans ce rôle où le patrimoine prend une place dans l'aide à la décision des élus? Eh bien, je voulais dire que ça n'est pas toujours facile. Disons qu'on a un impact, enfin on a des relations assez suivies avec l'Office du tourisme de Pével-Carambeau, qui lui-même est très porté sur le loisir et pas tellement sur le patrimoine. Donc ils ont besoin de nous quand il s'agit de parler de patrimoine. Donc ils viennent nous chercher. Maintenant, au niveau de la communauté de communes elle-même, des instances dirigeantes, le patrimoine n'est pas du tout une priorité. Ça, c'est certain. Et pas encore compris dans toutes les interventions que tu proposes. On sait que ça existe, si tu veux. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que la communauté de communes a 5-6 ans d'existence, si je me souviens bien. Et elle est en train de mettre en place, ou elle va mettre en place plutôt, un PLUI, un plan local d'urbanisme intercommunal. Et moi, j'ai fait partie du groupe de travail du Conseil de développement au sujet de ce PLUI, en disant... En prenant la décision au niveau du groupe de travail qu'on trouvait bien d'avoir un plan de local d'urbanisme intercommunal, parce qu'on pourrait peut-être davantage peser sur une harmonisation de l'habitat,
de déconstruction et peut-être introduire la notion de patrimoine ou de respect des savoir-faire, enfin tout ce qui a été évoqué là par monsieur des maisons paysannes. Et alors là, j'attends. Ok. J'attends parce que je ne sais pas si ça va avoir un impact. Merci de ta contribution. D'autres prises de parole? Alors, vas-y, on va faire tourner la parole. Merci. Vous vous présentez, petite réaction courte pour que chacun puisse s'exprimer. Patrick M, dans la continuité de ce qui vient d'être dit, faisant partie de la Fondation du patrimoine, du musée de plein air à 10 euros, on s'est tous rencontrés dans la communauté de communes des Flandres pour se dire, faire la tournée des chapelles, aller essayer de rencontrer chaque maire et les motiver, c'est un peu compliqué. Donc on est en train de monter une action actuellement où on a a priori l'accord du président de la communauté de communes pour rencontrer lors d'une réunion générale les 40 maires des communes et leur expliquer un peu, et on va profiter de la journée justement des conclusions qu'on aura aujourd'hui, pour les sensibiliser avec des témoignages, et notamment par rapport aux offices publics qui les concernent directement, mais également par rapport aux habitants, parce qu'il ne faut pas oublier que le maire a souvent une position à prendre quand il y a un bâtiment qui est à détruire, et là on devrait se positionner comme étant pas forcément un petit groupe de conseil, c'est pas une structure lourde qui sera montée, mais des informations portées au niveau des communes par rapport aux bâtiments communaux ou particuliers. Merci Patrick, c'est des exemples très concrets de la manière dont vous pouvez vous saisir des enjeux. Il y a Jean-Luc Perrat qui voulait prendre la parole, alors, je l'ai cité tout à l'heure, c'est un des rares élus présents, ancien député du Nord. Oui, bonjour à vous toutes et à vous tous. Oui, effectivement, moi je réagis parce qu'effectivement, je pense qu'il ne faut pas mettre tous les élus dans le même sac en disant on fait rien, on regarde pas, etc. Sincèrement, je le dis parce que pour être un ancien élu,